l'élu, je dirais, pour qualifier l'élu, que c'est quelqu'un, non pas d'inconnu, mais de méconnu, non pas d'incompris, mais de mal compris. Alors, évidemment, ceux qui ici connaissent bien l'œuvre d'Ellul, il ne faut pas qu'ils s'attendent à apprendre quelque chose de nouveau, parce que évidemment, moi, je vais repartir de là et pointer tout ce que, dans l'œuvre d'Ellul, a trait, pour une raison ou pour une autre, à ce qu'on pourrait appeler l'écologie politique. Politique étant d'ailleurs un qualificatif qui, en l'occurrence, me semble justement poser problème par rapport à elle. Alors, je commencerai par quelques éléments biographiques. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on peut déduire l'œuvre de quelqu'un de cette biographie. Je laisse le soin à d'autres. Mais je pense qu'il est quand même utile de comprendre un peu le parcours personnel de ce personnage un peu hors norme. Ellul est issu il est né à Bordeaux, mais il est issu d'une famille qu'on pourrait appeler vraiment cosmopolite, puisqu'il a dans ses grands-parents un Serbe, une Italienne, et du côté de sa mère, une Portugaise. De surcroît, la branche Ellul trouve son origine, le nom d'Ellul trouve son origine à Malte. Ellul est né dans une famille qu'on peut classer, qu'on peut appeler en plein déclassement. Son père avait une situation plus qu'honorable. Il a été victime de trois licenciements successifs. Et la famille s'est retrouvée dans une situation, je dirais peut-être pas misérable, mais d'une grande pauvreté. Et d'ailleurs, c'est Ellul, en faisant des cours particuliers à partir du baccalauréat, qui faisait en gros bouillir la marmite de la famille. Il a fait de brillantes études de droit. Il est né en 1912, en 1936, il a passé le doctorat, et en 1943, dans des circonstances sur lesquelles je passe un peu spéciales, il a obtenu l'agrégation. Maintenant, c'est important, je ne sais pas, pour la formation intellectuelle, il faut savoir que dans les années 34-37, il a participé activement au mouvement Esprit d'Emmanuel Huillier, et à un mouvement que je qualifierais un peu de parallèle, même s'il est en quelque sorte moins connoté dans la mouvance catholique, qui s'appelle Ordre Nouveau, qui évidemment n'a rien à voir avec le mouvement d'extrême droite des années 70. De ces années-là commence avec Bernard Charbonneau un compagnonnage intellectuel qui ira jusqu'à leur mort respective. Sa carrière professionnelle, en 1940, il a été révoqué par le régime de Vichy, pour deux raisons d'ailleurs, à la fois parce que justement il y avait des antécédents étrangers, et d'autre part il avait tenu des propos peu sympathiques à l'égard du maréchal Pétain. Propos privés quand même. Donc il s'est retrouvé réellement paysan dans la campagne girondine, en tenant vraiment une ferme, en faisant ses récoltes, récoltant ses patates. C'est qu'il est très fier de sa première tonne de patates. C'est comme ça qu'il a passé la guerre. Dans le même temps, il s'est impliqué dans la résistance et participait au mouvement combat. Il ne participait pas avec une mitraillette à la main, mais participait activement, en particulier, à faire franchir la ligne de démarcation, enfin les 2 premières années, ligne de démarcation qui était très proche, donc faire passer des familles juives de la zone occupée à la zone libre. À la Libération, il a fait une brève carrière politique. Il a été adjoint, alors je ne sais pas si c'est adjoint au maire, il a fait un poste important à la mairie de Bordeaux. Brève carrière qui s'est arrêtée au printemps 1945. Donc de cette époque-là, il a été enseignant à l'université de Bordeaux. Il était à la fois professeur de droit, et d'ailleurs dans ses œuvres tous azimuts, il y en a une dont on parle rarement, qui est le manuel d'histoire des institutions, qui a été pendant très très longtemps, plusieurs dizaines d'années, le manuel de référence pour le cours d'histoire des institutions de 4e année de licence. Alors je raisonne évidemment en termes anciens qui ne veulent plus rien dire avec le LLD, 4e année de licence qu'on va pouvoir comparer aujourd'hui à la maîtrise.
Je signale ça parce que c'est un gros ouvrage qui est disponible en quarto, je crois, actuellement, qui est très intéressant. L'histoire des institutions, parce que, justement, elle n'est pas spécialement juridique. J'enchaîne. Par ailleurs, il y a une vie parallèle, si je puis dire, de Jacques Ellul, c'est sa participation très très active, je regarde mon voisin, mais participation très très active à l'Église réformée, participation active à la fois par des textes très nombreux, et puis une participation de prise de responsabilité dans différentes instances. Ça, c'est criminel, je sais. Ça ne se reproduira pas. On peut dire qu'il y a deux piliers dans la construction de la pensée de Jacques Ellul. Il y a d'une part, ça fait la transition avec ce que je viens de dire, la Bible. Et donc c'est une foi chrétienne très, très enracinée, avec deux auteurs importants qui complètent sa lecture des textes sacrés, Kierkegaard d'un côté et Karl Barth de l'autre. L'autre pilier, c'est Karl Marx. Karl Marx qui l'a accompagné toute sa vie et pouvait dire, dans ses cours d'ailleurs à l'IEP, que en gros, on pouvait à peu près rien comprendre à la société actuelle si on n'en était pas passé par les écrits de Marx. Marx qu'il a découvert en 1930, à peu près à la même époque où il a eu une expérience de révélation de sa foi, sachant qu'il n'était pas, jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la vingtaine d'années, il n'était pas spécialement pratiquant d'une quelconque religion. Donc, il y a chez Jacques Ellul une œuvre double, une œuvre qu'on peut qualifier, faute de mieux, parce que je n'ai jamais trouvé le terme le plus approprié, de sociologique, ce qu'on pourrait dire anthropologique, ce qu'on pourrait dire, c'est assez spécial, mais bon, qui est une œuvre profane et laïque, et une œuvre théologique, sachant que l'une en volume est à peu près aussi importante que l'autre. Alors, ce que je préciserai sur cet aspect-là, c'est qu'on peut lire, et on peut, à mon avis, tirer profit pleinement de l'œuvre sociologique en ignorant tout, mais vraiment tout, de l'engagement d'Ellul dans la religion réformée. Pour la petite histoire, d'ailleurs, moi j'ai commencé à suivre les cours d'Ellul en 1966, et c'est un camarade avec qui je suis toujours en contact, puisque c'est ensemble qu'on travaille les textes d'Ellul, Michel Onfroy, qui au bout de 2 ans et demi, m'a dit, mais tu sais, il est complètement impliqué dans la religion protestante. J'avoue que les faits de sidération que j'ai eus, il est resté. Parce que je ne pouvais absolument pas supposer, avec ce que j'entendais dans ses cours, qu'il pouvait y avoir, comme ça, un engagement religieux aussi enraciné. Bien, alors passons quand même à des choses sérieuses. Je ne sais pas que c'était pas sérieux, mais enfin, bon, un peu de contenu maintenant. Premier thème central et un peu la colonne vertébrale de la suite, c'est la question de la technique. Donc Ellul a travaillé la question de la technique dès les années 40, et on peut dire son œuvre essentielle se ramène à 3 ouvrages. Alors le premier, c'est La technique ou l'enjeu du siècle de 1954, enfin publié en 1954 en fait. Il a cherché un éditeur pendant 2-3 ans. Le système technicien, publié en 1977, et Le bluff technologique, publié en 1988. Alors à côté de ça, il y a un nombre considérable d'articles d'Ellul sur la technique, et je ne parle pas de cours, puisqu'il y avait régulièrement, en gros tous les 2 ans, à l'IEP un cours d'Ellul sur la technique. Alors, quelles sont les principales caractéristiques que Ellul a détectées pour caractériser la technique? D'une part, le domaine de la technique ne se réduit pas du tout à ce qu'on pourrait appeler des machines, à du hardware, si vous voulez. Bon.
l'expression n'était pas en vogue à l'époque. La technique englobe tout un domaine, on pourrait qualifier d'immatériel, et en particulier, il insistait très tôt, dès les années 50, sur l'aspect gestion des relations humaines, par exemple, qui pour lui relevait de la sphère de la technique. C'était la technique des relations humaines. Autre caractéristique, la technique, selon son expression, n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Alors, ce qui veut dire en d'autres termes qu'on ne peut pas, dans un domaine technique quel qu'il soit, séparer le bon et le mauvais côté, c'est-à-dire les apports bénéfiques que tel ou tel instrument ou tel mode de gestion peut apporter, et de l'autre côté, les conséquences en termes de dégâts, et souvent irréparables, que ça pouvait avoir. On ne peut pas dire je prends le bon côté de l'aviation et j'ignore les mauvais côtés. C'est absolument inséparable. D'autre part, lorsqu'il dit ni neutre, ça c'est très important pour lui, ça signifie quoi? Ça signifie que la technique a un impact considérable sur le milieu humain où elle s'applique. Et que la technique a beaucoup de dégâts. Donc où elle s'applique, ça change le milieu humain et ça change même, je dirais, la condition humaine. Ce qui est une chose qui n'est pas toujours mise en valeur par les analystes, je dirais, des questions techniques. Troisième caractéristique, l'autonomie. Alors, le terme d'autonomie a suscité beaucoup de controverses. Personnellement, je présenterai la chose selon un double sens. Il y a un premier sens qui ne prête pas trop à controverse, celui-là, qui est l'indépendance du facteur technique par rapport aux autres facteurs. Les autres facteurs, ça peut être en particulier, facteurs économiques, facteurs politiques, facteurs culturels. Donc il y a la technique, pour employer l'expression de Karl Polanyi, c'est désencastrer des milieux sociaux où elle était contenue et n'était pas du tout un élément qui avait son existence en propre. Ça, je ne pense pas que ça puisse prêter à controverse. Alors il y a un deuxième sens qui est que d'autonomie, la technique progresse sans intervention humaine. C'est-à-dire qu'il y a un tel effet boule de neige dans la progression de la technique qu'il n'y a même plus besoin de l'intervention humaine. Évidemment, ça pose beaucoup de problèmes que je ne vais pas détailler ici, mais que vous pouvez imaginer. Comment effectivement on peut parler d'un développement et de progrès technique dans tel ou tel domaine sans qu'à un moment donné où il y a un autre, il y ait une intervention humaine. Quatrième caractéristique, l'universalité. Alors l'universalité, elle est dans les deux sens. Elle est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'elle est horizontale, si je puis dire, enfin horizontale géographique plus exactement, c'est-à-dire qu'elle finit par s'appliquer dans toutes les zones de la planète. Je rappelle que ce genre de considération a été souligné par Ellul dès les années 50. D'autre part, universalité, ça veut dire que quand une technique se développe dans un domaine, elle finit par impacter tous les autres domaines techniques. Si je puis dire. Bon, on peut penser par exemple à ce qui est arrivé avec l'électronique, qui était un domaine un peu cantonné dans les années 70, et ce que c'est devenu aujourd'hui. Autre caractéristique, l'absence de finalité. La technique fonctionne selon le critère de l'efficacité. Donc en fait, c'est un moyen. C'est un moyen qui oublie toute finalité. Et on aboutit à ce que Ellul présentait effectivement sur l'aphorisme, qu'on en est à un point où c'est les moyens qui justifient les fins. Puisque à partir du moment où la technique ne peut obéir à la moindre finalité, mais se développe par elle-même, il n'y a plus de finalité détectable.
Enfin, il y a une sorte d'irréversibilité de la technique, c'est-à-dire que lorsque la technique cause un problème ou des dégâts dans un milieu quelconque, on ne peut imaginer d'autre solution qu'une solution technique. Et effectivement, l'irréversibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Alors, au bout de c'est le sujet du deuxième ouvrage de 1977, Ellul a systématisé en quelque sorte sa pensée en présentant la technique comme un système. Le titre du livre, le système technicien, c'est-à-dire qu'il y a des relations mutuelles et d'interdépendance qui se sont établies entre les différentes composantes de la technique. Et qu'à partir de là, il y a une sorte de dynamique qui se crée et que la technique est en mouvement permanent. Alors, on pourrait aussi penser par analogie, même si Ellul ne l'a jamais exprimé en ces termes, mais bon, il était quand même très intéressé par Max Weber, qu'il y a une sorte de parallélisme qu'on peut faire entre la cage de fer de la bureaucratie décrite par Max Weber et le système technicien tel que Ellul nous l'a décrit. Alors, je vais essayer de rassembler à travers un exemple d'une trivialité qui va peut-être vous consterner, mais j'essaye de faire un travail pédagogique. À travers un exemple, essayer de vous faire comprendre tout ce que Ellul entend lorsqu'il parle de technique. Alors l'exemple, c'est celui de l'automobile. Alors l'automobile, évidemment, c'est un instrument particulier sur 4 roues avec des pistons. Pour les automobiles, il faut évidemment des constructeurs. Mais bon, après les constructeurs, il faut des garages qui vont s'occuper de la vente et puis des réparations en cas de panne. Donc, il faut, pour alimenter l'automobile, un réseau de stations-service distribuées de l'essence. Mais donc, en amont, il va falloir extraire du pétrole. Ce pétrole, il n'est pas forcément à la porte des villes. Donc, il faut imaginer des modes de transport avec des tankers ou des pipelines. Bon, ensuite, ça arrive, il faut des raffineries, n'est-ce pas? Il faut des raffineries, et à côté de ça, il faut aussi développer une industrie du caoutchouc avec des plantations d'EVA un peu partout dans le monde où on peut le faire pousser. Par ailleurs, ça roule sur des routes, donc il faut construire et entretenir des routes qu'il faudra développer au fur et à mesure que l'industrie automobile prendra l'essor. Comme ça ne peut pas non plus être une circulation complètement anarchique, il faut un code de la route. Il faut un code de la route, il faut des feux rouges, il faut un corps de policiers pour faire respecter la chose, et puis il faut aussi des textes juridiques pour pénaliser les gens qui ne respectent pas le code de la route, selon des tribunaux. Mais pour apprendre le code de la route, il faut aussi des écoles, des auto-écoles. Par ailleurs, par rapport aux accidents possibles, il faut aussi tout un système de compagnie d'assurance, n'est-ce pas? Et puis quand il y a des accidents, il faut avoir des hôpitaux avec des services spécialisés en traumatologie des accidents de la route. Et puis, comme depuis une vingtaine d'années l'électronique s'est développée, eh bien, il va falloir que l'automobile prenne en compte tous ces progrès de l'électronique, et on met de l'électronique dans les moteurs, et puis on met aussi des systèmes de GPS qui impliquent évidemment des satellites, etc. Et puis, au bout du compte, évidemment, tout cet ensemble va avoir des conséquences sur la vie et le comportement de l'homme moderne, et en particulier sur l'organisation du cadre de vie, que ce soit en termes urbanistiques, en particulier d'habitation, circulation. Donc, encore une fois, je n'ai pas l'impression d'avoir fait une chose de grande révélation, mais ce qu'il faut entendre, c'est que c'est cet ensemble-là qui s'appelle la technique dans l'acceptation du terme par Jacques Ellul, que ce n'est pas l'automobile en tant que telle, sur ses 4 roues, garé devant le bâtiment d'Anne de Gouges. D'ailleurs, on ne peut pas se garer, j'imagine. Donc ça, c'était la présentation des analyses d'Ellul. Maintenant, j'essayais de vous mieux expliquer les fondements de l'analyse, de cette analyse de la technique. Pour bien comprendre cette analyse de la technique, il est indispensable de repartir de Marx. L'ambition d'Ellul, explicitement, était de faire au cœur du XXe siècle
un travail équivalent à celui de Marx au XIXe siècle. Pour Ellul, Marx avait fait l'analyse la plus complète et la plus approfondie du système économique. Mais ça correspondait à ce qui se passait au XIXe siècle. À partir du moment où, pour Ellul, au XXe siècle, c'est la technique qui est le facteur important de l'évolution de la société, il faut prendre en compte le facteur technique. Et de surcroît, d'ailleurs, de façon un peu ironique, si je puis dire, Ellul s'appuyait pour ça sur une sorte d'orthodoxie marxiste, en disant, d'ailleurs, Marx lui-même n'a-t-il pas dit que c'est le moulin à eau qui produisait le Moyen-Âge et la machine à vapeur qui produisait le capitalisme. Donc c'était bien le facteur technique, le facteur déterminant. C'est un peu de la rhétorique, mais bon. Et on en arrive donc à cette chose importante qui, me semble-t-il, pose un peu de problème, c'est cette idée du facteur déterminant. Il y a un facteur déterminant dans une société autour duquel les autres s'organisent. Alors, le facteur déterminant, on sait, pour Marx, c'est l'introduction, c'est l'économie, et pour Ellul, c'est la technique. Et en tout état de cause, je pense que, on parlait de l'autonomie tout à l'heure, de l'autonomie de la technique, je pense qu'on peut comprendre sa conception d'une autonomie totale de la technique en référence à cette conception issue de Marx du, on va dire de parce que c'est cette unicité qui me semble importante, facteur technique. Et le parallélisme avec Marx, d'ailleurs, se poursuit, puisque quel est le problème des conséquences de la technique pour Ellul? C'est un problème d'aliénation de l'homme. L'homme est victime non pas du fétichisme de la marchandise, mais du fétichisme de la technique ou de l'objet technique. Et donc c'est un problème de liberté de l'homme, sachant que cette question de la liberté, en fait, c'est un thème commun. C'est un thème commun à l'ensemble de l'œuvre d'Ellul, qu'il a développé à la fois dans la partie profane et à la fois dans la partie théologique, et en particulier 3 volumes qui s'appellent Éthique de la liberté, dans le domaine théologique, que j'avoue ne pas avoir lu. Et plus encore donc, que la technique elle-même, ce que Ellul entend dénoncer, c'est la sacralisation dont la technique fait l'objet, la sacralisation dans nos sociétés contemporaines. Toujours dans ce parallélisme, il y a une grande importance du thème de la révolution chez Ellul. La révolution, ça fait l'objet dans son œuvre de 3 ouvrages. 3 ouvrages qui sont Autopsie de la Révolution et révolte, et Changer de révolution. C'est âge entre 1969 et 1982. Simplement, la révolution que peut souhaiter Ellul n'a rien à voir, évidemment, avec la révolution socialiste telle qu'elle a pu être imaginée au cœur du XIXe siècle. Et une bonne partie des ouvrages que je viens de citer tournent autour justement de ce thème, de bien distinguer la différence de ce que pourrait être une révolution au XXe siècle et de ce qu'était et ce qu'a été concrètement le produit d'ailleurs des révolutions de type socialiste classique. Sur ce thème du marxisme d'Ellul, je conclurai en disant que personnellement, je rattache Ellul à un courant que je qualifierais de philosophique du marxisme. Alors, un courant philosophique qui, pour moi, s'oppose en quelque sorte à un courant que j'appellerais économiciste ou structuraliste. Ellul s'appuyait beaucoup dans ses propos sur, d'une part, les manuscrits de 1844 et, d'autre part, de l'idéologie allemande, l'ouvrage d'idéologie allemande. Sachant que, évidemment, il n'ignorait pas les autres textes, en particulier le Capital. Mais pour lui, il était très important de ne pas faire, contrairement à un auteur bien connu, tu sais, évidemment, de faire cette coupure épistémologique qui, finalement, aboutissait
a évacué de la conception de Marx toute cette partie philosophique, au profit effectivement d'une lecture que j'appelle, faute de mieux, mais enfin ça pourrait discuter, hein, la terminologie, structuraliste ou économiciste. Et c'est, je dirais, à travers cette catégorisation, je ne sais pas comment dire, que l'on peut comprendre un phénomène un peu particulier qui est le flirt, la proximité qu'il y a pu avoir entre Ellul d'une part et les situationnistes de l'autre. Entre 1962 et 1964, il y a eu réellement des échanges approfondis entre les situationnistes et Ellul, avec en particulier des références des uns aux autres dans les bulletins de l'Internet situationniste, en particulier un compte-rendu très élogieux du livre La propagande en 1962. Le point commun, c'est, je dirais, l'idée de réification. Les situationniste parlait de réification, Ellul parle plutôt d'aliénation, mais surtout, il aspire à ce que l'homme puisse retrouver sa liberté en se débarrassant de fausses consciences. Les rapports entre Ellul et les situationnistes se sont interrompus, vous pouvez imaginer comment, en 1964, lorsque, à la suite d'une visite qu'a faite Ellul à Debord et William à Paris, il leur a dit « Je crois que nous ne pourrons quand même pas travailler ensemble, parce que vous savez, moi je suis chrétien, et j'ai un document d'ailleurs de Vanegan qui prouve que sa stupéfaction a été évidemment encore plus grande que la mienne, parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Et il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Alors, il y a peut-être que je surveille l'heure. Je ferai juste un appendice à cette idée d'aliénation et de réification sur un aspect de la technique que Ellul a développé un peu à part, enfin d'analyse de la technique, qui est la question de la propagande. Ellul a fait à la fois du cours, il a fait 2 ouvrages sur la question de la propagande. Et la propagande, pour lui, et ça ne vous étonnera pas en fonction de ce que j'ai dit tout à l'heure, la propagande, c'est simplement un élément de la technique. C'est une partie de la technique, simplement, c'est pas de la technique avec un cahier. La propagande, c'est une caractéristique de la société de masse et du développement des moyens de communication. Et pour lui, c'est un produit, je ne dirais pas inéluctable, mais enfin un produit compréhensible du développement des moyens de communication, sachant que avant McLuhan, avant une dizaine d'années, avant le fameux Medium Message de McLuhan, il a bien émis l'idée que la propagande était peut-être évidemment dans le contenu, je vais y revenir, mais il était surtout dans le moyen lui-même de communication. Et bon, pour mieux préciser peut-être, il distinguait en particulier 2 types de propagande. Une propagande que je pourrais qualifier, disons, de politique, donc vous pouvez à peu près entrevoir ce que ça recouvre. Ça recouvre à la fois le domaine un peu de la conviction et de la persuasion, persuader que les Sudètes allemands sont très malheureux de côté de la frontière tchécoslovaque et donc ça c'est de l'ordre des idées, mais il y a aussi une propagande politique plus violente et plus active qui consiste à faire de l'agitation et à promouvoir un mode d'action. Là on peut penser, il y a encore des exemples récents, donc ce type de propagande n'a pas disparu, on peut penser à ce qui a pu se passer au Rwanda ou ce qui a pu se passer au sujet de la guerre d'Irak en 2003, un dernier exemple assez emblématique que la propagande active n'a pas disparu dans notre monde. Mais il y a un deuxième aspect de la propagande chez Ellul qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'il appelle la propagande d'intégration. Et celle-là, évidemment, elle est beaucoup plus diffuse et elle ressort en particulier de quoi ? Du
développement des moyens de communication. Et, si on peut dire, l'abus de communication aboutit à une telle incompréhension du monde, parce qu'il y a une submersion comme ça de l'individu face à une surabondance d'informations tous azimuts, qu'il y a la recherche d'une compréhension du monde à travers quelques slogans simples. Et la propagande d'intégration, elle est indispensable, on peut dire, à l'unité de la société, et en particulier à la continuité de ces institutions politiques. Donc il y a toute une thématique là-dessus que la propagande d'intégration est absolument inséparable de la bonne marche de la démocratie. Et que s'il n'y avait pas de propagande, en gros, les institutions politiques deviendraient absolument ingouvernables. Et par ailleurs, l'extension de cette conception de la propagande d'intégration touche évidemment au poids de la publicité. Et il y a en particulier dans l'ouvrage Bluff technologique là, de 88 tout un chapitre consacré à la publicité. Alors, c'est un séminaire, je crois, consacré à l'écologie politique et l'écologie dans tout ça. Parce que c'est remarqué que ça fait une demi-heure que je n'ai absolument pas prononcé le mot. Et évidemment, c'est pas non plus par hasard. C'est que, en gros, le thème, en tant que tel, on peut dire qu'il est quand même absent de l'œuvre des luttes. Si on peut dater, c'est discutable, enfin l'apparition de la thématique écologique dans notre pays, en France tout au moins, ça date à peu près de la fin des années 60, hein, que thème de communication des médias. Il n'en parle pas. Il n'en parle pas, ou plus exactement, il va en parler de façon pas forcément, je dirais, comment dire, positive. Mais avant, dans toute son œuvre sur la technique, vous pouvez évidemment imaginer, pour ceux qui ne l'ont pas lu, que tous les effets indésirables et toutes sortes de nuisances classiques ont été pointés dans les différents ouvrages d'Ellul, avec évidemment les exemples classiques, que ce soit Minamata au Japon, l'empoisonnement des pêcheurs, les dégâts du DDT, les pollutions chimiques, etc. Toutes ces choses-là ont été, de toute façon, déjà pointées par Ellul, à l'époque où la thématique écologique apparaît. Simplement, c'est typiquement ces conséquences néfastes, c'est typiquement le résultat de ce qui est pour lui l'hubris technique, c'est-à-dire la démesure de la technique. Et ça rend effectivement la vie impossible, en gros. Et très tôt, très tôt, dans les années 40, d'après ses propos, pour Ellul, il lui est apparu l'évidence suivante, c'est qu'il était impossible qu'il puisse y avoir une croissance infinie de nos moyens techniques dans un monde fini. Et d'ailleurs, il attribuait la paternité de l'expression à Bernard Charbonneau. La première fois, à ma connaissance, que Ellul écrit véritablement sur cette thématique, c'est 1973, et c'est pas forcément, enfin, ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas dire positif, mais c'est un article qui s'appelle « Le mythe de l'environnement » dans Économie et Société. La brochure s'appelle, enfin la revue s'appelle Économie et Société. C'est de septembre 1973, ça s'appelle Le mythe de l'environnement. Et qu'est-ce que dit Ellul dans cet article? En gros, alors c'est effectivement en particulier l'époque où il y a un ministère de l'environnement, je crois que c'est Robert Poulin, le Premier ministre de l'Environnement, vient à la une de l'actualité, si je puis dire, et en particulier fait l'objet de préoccupations publiques. Pour lui, on pourrait dire, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage, et très crûment, il dit, mettre en avant le thème de l'environnement, on ne disait pas à ce moment-là, dans
son vocabulaire écologique, c'est refuser de prendre en compte le problème de la technique. C'est explicitement la fin de son article. Bon. Donc, le thème écologique se ramène, si je puis dire, à un sous-ensemble ou à un effet indirect de la question de la technique. Alors, par ailleurs, il y a la question du rapport à la nature. Le rapport à la nature, c'est quelque chose qui est très présent chez Bernard Charbonneau. Et je rappelle que quand même, il y a une proximité intellectuelle et affective même entre les deux hommes qu'il ne faut jamais perdre de vue. Donc ça, c'est très présent dans l'œuvre de Charbonneau, je ne veux pas spécialement le développer, mais c'est que la fréquentation de Charbonneau a amené, si je puis dire, une pratique de la nature chez Ellul qui se traduisait en particulier par des randonnées, par des campings dans les Pyrénées, dans les forêts des Landes, dans les campagnes du Sud-Ouest. Et d'ailleurs, en particulier, dans les années 50, il emmenait, ce que ça intéressait, des étudiants dans ce genre de randonnée de plusieurs jours dans la nature. En particulier, je ne sais pas si certains connaissent, mais l'économiste René Passé faisait partie des étudiants d'Ellul qui ont suivi ces campements dans la nature. Donc ça, on peut dire, c'est par affinité que Ellul peut avoir un rapport à la nature, mais ça transite par la personne de Bernard Charbonneau. Par contre, dans la foulée, je veux dire, on va retrouver Ellul dans ces années 70 dans le combat écologique. Alors très concrètement, dans ces années-là, je surveille l'heure, encore 5 minutes. Dans ces années 70, et à la suite de l'aménagement de la côte du Languedoc, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec en particulier de grandes stations comme la Grande Motte, Cadin, etc., il y a eu le projet de faire sur la côte atlantique, entre l'estuaire de la Gironde et puis Biarritz, un aménagement du même type, c'est-à-dire on va bétonner un maximum avec des grosses stations balnéaires, etc. Et c'était sous l'égide de la MIACA, alors ce acronyme un peu barbare signifiait Mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine. Et tout de suite, s'est constitué, à l'initiative de Bernard Charbonneau, un comité de défense de la côte aquitaine, où Ellul a pris tout de suite un rôle important, en particulier dans le domaine juridique, c'est-à-dire de pointer, au fur et à mesure du développement du projet, toutes les violations de réglementation, quelle qu'elle soit, qui étaient en train d'être opérées à travers cette mission d'aménagement. Et Ellul, d'ailleurs, disait que ce projet d'aménagement de la côte aquitaine concentrait pour lui ce qui s'appelait ces trois bêtes noires, c'est-à-dire d'une part le technicien, l'ingénieur comme ça, aveugle dans son bureau d'études, qui construit ses projets sans avoir jamais été sur le terrain. La bureaucratie étatique centralisée, qui, du haut de mission interministérielle, rappelez-vous, centralisée, qui de Paris, comme ça, dessine des traits, éventuellement, vous pouvez faire l'analogie avec un exemple assez récent, quand on dessine comme ça sur une carte des traits pour découper les choses. Bon. Et puis la troisième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même la recherche systématique du profit à travers des opérations qui sont aussi financières. Alors bon, la chose elle-même, ça s'est un peu terminé en queue de poisson. Alors on pourrait dire que c'est l'issue heureuse d'un combat sur le terrain mené par des polices courageux. Une bonne raison qui a fait que tout ça a échoué, c'est que c'était absurde. C'est-à-dire qu'en particulier, il y avait eu le projet de faire des canaux entre des lacs qui n'étaient pas à la même hauteur. Alors évidemment, ça siphonnait complètement le lac qui était en amont. Donc il a fallu reboucher très vite les canaux. On a construit des digues qui, à la première grande marée, conjuguée à une tempête, ont été complètement emportées. Enfin, il y a eu comme ça une succession de gags, si on peut dire, enfin, coûteux, mais qui ont fait que finalement, il n'y a pas eu... il y a évidemment des aménagements, des agrandissements de certaines stations, mais enfin, il n'y a pas eu du tout le grand projet bétonnant qui était prévu au départ.
Alors l'autre thème, puisque on a dit écologie, on a dit aussi écologie politique. Et la politique aussi. Alors la conception, si je puis dire, des luttes en termes de politique, elle est condensée en particulier dans un ouvrage de 1965 qui s'appelle L'illusion politique. Alors l'illusion politique, déjà, le titre donne une orientation significative. La politique, en fait, les politiques sont totalement impuissants face à la technique, face aux techniciens, et ils se contentent d'engranger des décisions qui ont été préparées dans des bureaux qui n'ont rien de représentation démocratique. Il s'appuyait en particulier sur son expérience personnelle à la mairie de Bordeaux. Quand il était, je crois que c'est adjoint au maire, il avait assigné comme ça quotidiennement, tous les soirs, un certain nombre de parapheurs sur des décisions dont il n'avait pas eu le temps de comprendre l'origine et les tenants et aboutissants. Et il était très frustré. Et il trouvait complètement irresponsable qu'un responsable politique, titulaire d'un mandat comme ça, électoral, soit amené à consigner des décisions et à mettre en œuvre des décisions, alors même qu'il n'en avait pas tous les tenants et aboutissants. Ça a beaucoup, l'expérience personnelle, a beaucoup joué dans la vision personnelle des luttes sur la politique en général. Par ailleurs, pour lui, la politique, c'est le domaine des querelles. Alors, des querelles de partis, de clans, même de personnes. C'est-à-dire que dès qu'on rentre sur le terrain politique, ça suscite effectivement des combats qui ne sont pas forcément du tout des combats de fond, mais qui sont des combats de clans pour se positionner les uns par rapport aux autres. Par ailleurs aussi, la politique est le terrain privilégié pour instiller comme ça des idéologies, c'est-à-dire des idéologies, c'est-à-dire des représentations mentales globales qui ne vont pas forcément rendre compte de la complexité des problèmes de terrain. On est là dans l'idéologie, on est là tout à fait dans le domaine que j'appelais tout à l'heure de la fausse conscience. Il ne faut pas non plus perdre de vue un volet que j'évoque comme ça pour mémoire, parce qu'il est important chez lui, c'est qu'il y a aussi une condamnation de la politique au nom de la vie. C'est-à-dire une interprétation très, enfin, je ne sais pas si je peux dire très personnelle, mais tout au moins très particulière des luttes de la vie, qui l'amène à condamner fermement tout investissement du chrétien dans le domaine de la politique. Le chrétien doit se tenir vraiment à distance de tous les combats politiques, ce qui explique qu'il a pu combattre d'ailleurs les mouvements de théologie de la libération qui s'étaient développés en Amérique du Sud à la fin des années 60. On en arrive donc pour résumer ces positions politiques, à un slogan que tout le monde connaît, celui-là par contre, qui est celui de penser globale, agir local. Alors, personnellement, la trace écrite dans l'œuvre des livres que j'ai retrouvée, chronologiquement la plus ancienne, c'est 1981. Mais en même temps qu'il écrit ça dans un ouvrage d'entretien avec Madeleine Lagrange, il dit, ça fait une vingtaine d'années que j'emploie cette expression. Mais en termes écrits, c'est 81. En tous les cas, vous pouvez constater que la formule a fait florès et que maintenant, elle est à peu près devenue un lieu commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi dans la pensée des lieux? C'est que il faut avoir une compréhension des problèmes la plus large possible pour justement voir tous les tenants et aboutissants des choses. Et c'est conforme à tout ce que je vous ai raconté sur son analyse de la technique. Justement, les choses ne peuvent pas se distinguer comme ça précisément, comme un chirurgien va faire une intervention comme ça sur l'intestin grêle tel endroit. Il faut considérer de manière un peu holiste les problèmes de la société. Mais que par contre, l'action elle-même, et c'est là qu'on peut comprendre donc, sa condamnation de la politique qui pense pouvoir prendre en charge l'ensemble des problèmes, l'action elle-même, c'est local. Et c'est local, ça veut dire même plus précisément avec des gens que l'on côtoie physiquement.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des organisations comme ça, qui peu ou prou relèvent d'organisations de masse, qui deviennent plus ou moins anonymes, et qui sont des gens qui ne peuvent pas se voir aux quatre coins du pays ou même au-delà, il n'y a plus cette proximité physique qui est la condition même d'un véritable débat pour bien comprendre les problèmes. Ça, je crois que c'est très important pour comprendre la position des élus. Donc, vous ne serez pas étonné d'apprendre que dès que le mouvement écologiste a commencé à investir le terrain politique, donc je pense qu'on peut dater ça de 1974 avec la candidature de René Dumont, il a manifesté son hostilité totale à cet investissement. Pour lui, la politique divise toujours, c'est un facteur de division. Et lorsque, quelques années plus tard, on l'a interrogé sur les premiers succès électoraux, enfin succès relatifs, mais enfin quand même, les percées électorales des écologistes, il a répondu que pour lui, c'était simplement un malentendu. Ça ne pouvait pas en matière de pénétration des idées écologistes, ça prouvait simplement qu'il y avait un rejet des partis traditionnels et que les gens se rabattaient sur un parti nouveau. Bon. C'était son interprétation. Pour lui, le mouvement écologiste, s'il devait exister, c'était un ferment de contestation de la société. Et un ferment de contestation, parce que pour lui, la société, il appelait ça une société bloquée. Alors non pas bloquée au sens de Crozier, n'est-ce pas, mais une société bloquée par la primauté accordée au progrès technique, qui fait que, de toutes les manières, quel que soit le problème qui se pose à un moment donné, on va chercher la meilleure solution technique, et rien d'autre. Et que donc, par rapport à ça, le mouvement écologiste présentait un intérêt, c'était de remettre en cause. Mais c'est sur le terrain des remises en cause. Parce que là, on en arrive un peu à la conclusion, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, Ellul est un anarchiste. Alors, j'ai dit qu'il était marxiste, mais ce n'est pas forcément contradictoire. Il est un anarchiste, je dirais, en matière de positionnement politique. Simplement, son anarchisme est un peu particulier, parce qu'il est une catégorie que l'on trouve peu en France, un peu plus en Russie, c'est l'anarcho-christianisme. Hier, il a écrit dans les dernières années, enfin 88, un ouvrage qui s'appelle Anarchie et christianisme, où il explique très clairement ses positions et où il dit qu'il estime faire partie du clan anarchiste, mais qu'il est aussi chrétien, et voilà comment il envisage le croisement de son christianisme avec l'anarchisme. Donc, il n'y a pas de problème écologique en soi pour Ellul. Il y a un problème technique. Et si question écologique se pose, elle s'insère dans une critique globale de la société, et critique dans laquelle Ellul a essayé d'inscrire son œuvre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure comment qualifier cet homme-là et son œuvre profane. Je disais, est-ce qu'elle est sociologique, est-ce qu'elle est anthropologique, est-ce qu'elle est politique, je ne sais pas. Mais c'est une critique globale de la société à partir du levier de la technique. Voilà, j'ai fini. Je suis désolé pour l'incident technique de la série téléphonique. Bon, alors je voudrais discuter l'exposé de Jean-Pierre. D'abord, un premier élément sur discuter sur le rapport au marxisme dans la technique. Peut-être un petit élément sur l'influence d'Ellul sur l'écologie. Si j'en ai le temps, un petit point sur la question de faire de la politique ou pas. Le premier, Jean-Pierre montre de manière assez pertinente l'importance du marxisme dans la façon qu'a Ellul de construire sa critique de la technique, la question du facteur déterminant en dernière instance, de l'aliénation, de la fausse conscience et d'autres éléments que tu as donnés. Et effectivement, j'avais aussi noté cette phrase d'Ellul, ou cette idée que si Marx revenait aujourd'hui, il donnerait à la technique la place qu'à l'époque Marx avait donnée à l'économie. Et place, il faut penser à la fois importance
et puis il place dans le dispositif. D'ailleurs, une partie de ses disciples, des gens qui aujourd'hui se revendiquent d'élus, en ont tiré les conséquences. Je pense à Serge Latouche ou Paul Ariès, qui mettent au centre non pas la technique, non pas l'économie, mais la conjonction technique et économie, qui s'appelle méga machine, en référence à un terme de Lewis Mumford. En même temps, mais tu me contredira peut-être, j'ai l'impression qu'Ellul en tout cas, ne vendait pas la mèche du fait de l'origine marxiste de sa critique de la technique. Il ne disait pas je vais construire mon modèle, ma critique de la technique sur la base de la critique marxiste de l'économie. Pas explicitement. Si, il le dit. Alors, il n'y aurait peut-être pas tous les 4 matins, mais quand même, on le trouve, c'est un thème qu'on trouve régulièrement dans son œuvre, dans ses propos. Hein. Alors, peut-être plus dans ses entretiens que dans une œuvre à caractère purement théorique. Mais franchement, il ne s'en cachait pas. Hein. C'était même, je veux dire, il avait une telle admiration pour l'œuvre de Marx que je ne vois pas pourquoi il s'en serait caché. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que cette prétention de faire le parallèle de Marx au XXe siècle, peut-être qu'il n'osait pas trop l'afficher, parce que ça a un caractère peut-être un peu prétentieux, je ne sais pas, mais en tout état de cause, il ne s'est jamais caché, j'ai envie de dire, presque du décalque du schéma de Marx pour sa description de la technique. Il y a même, enfin, je dis décalque parce qu'effectivement, terme à terme, on trouve les choses. Il y a des calques sur les éléments que tu as montrés qui sont assez convaincants. Par contre, il me semble, il y a deux choses qui, dans sa vision, le décalent, au lieu de décalquer de Marx. C'est, sur la technique en tout cas, il me semble l'absence de réelle vision dialectique de la technique, et puis une conception de la technique comme, qui pour Ellul est aussi une forme de puissance, donc là c'est une version théologique d'Ellul. Alors sur la dialectique, pour Marx, les réalités sociales sont dialectiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas des réalités en soi, elles ne mènent pas automatiquement vers du progrès ou de la régression, elles deviennent une chose ou une autre en fonction des conditions sociales, des rapports de force, etc. On le voit bien dans le manifeste du Parti communiste où le développement des forces productives bouscule toutes les réalités du monde, la nature, les conceptions du monde, les liens sociaux. Dans un premier temps, sont une réalité qui va être déshumanisante, mais qui contiennent aussi les ingrédients qui entraîneront son dépassement vers une société socialiste future. Il me semble qu'Ellul n'a pas dans sa vision de la technique cette vision dialectique. Il revendiquait dans sa façon de penser une pensée dialectique, par exemple, un dialogue entre théologie et sociologie, entre Bible et réalité sociale, et qui là, effectivement, peut ressembler à la dialectique de Marx entre philosophie et économie. Et par ailleurs, dans ses textes bibliques préférés, il y a des textes comme l'Ecclésiaste, qui sont effectivement des textes qui jouent tout le temps sur des paradoxes, où on passe tout le temps justement d'une vision à l'autre, où chaque vision critique l'autre. Mais en revanche, il me semble qu'il avait quand même une vision assez unilatérale de la technique. C'est-à-dire que oui, elle est censée être ni bonne, ni mauvaise, ni neutre, mais quand même rarement bonne. C'est-à-dire que dans les effets qu'il présente, les effets que produit la technique, on a quand même des effets massivement négatifs, aliénants, artificialisants, etc. Alors il me semble que c'est pour deux raisons. C'est d'abord qu'il a une vision phénoménologique de la technique. Alors je donne l'expression à Fabrice, parce qu'une fois on discute avec Fabrice de d'accord, mais Ellul, comment on définit la technique? Et effectivement, grand débat régulier chez les Elluliens, on ne trouve pas de réelle définition de ce qu'est la technique chez Ellul. Il saisit en fait la technique, tu l'as dit autrement d'ailleurs, il saisit la technique par ses effets. Il constate des effets et cela cerne pour lui le système technicien. Et tout de même si dans ses premiers temps, quand il écrit au départ, ni bon ni mauvais, ni neutre, mais quand même les effets vont toujours plus ou moins dans le même sens dans sa façon d'écrire les effets de la technique. Il a une vision assez massive des effets du phénomène technicien. C'est la première raison qui fait qu'à mon avis, c'est pas dialectique. Et puis il y a une raison stratégique pour Ellul, dans sa façon de montrer de manière massive les effets négatifs de la technique. Dans pas mal de textes, il dit qu'il craint ce qu'il appelle le côté jobard de l'homme. Alors jobard, c'est le terme des années 50, c'est le côté je frime, je suis fort, je fais ce que je veux, et il craint que
si la technique est comprise par l'homme comme dialectique, à la fois on peut la maîtriser facilement, puisque ça peut être dans un sens ou dans l'autre, ça va être facile à maîtriser. Et puis, puisque ça peut aller dans un sens positif, il y a toujours l'espoir que ça puisse aller dans un sens positif, je ne vais pas trop me bouger pour... sans doute, ça va aller dans le bon sens. Il y a un livre qui s'appelle « L'espérance oubliée », plutôt un livre théologique, où il oppose justement l'espoir à l'espérance. Il dit, quand les hommes ont toujours confiance aux petits espoirs, par exemple, on se dit, quand même, on a l'espoir que le gouvernement fasse un très bon plan de transition énergétique. Donc, on va attendre, et puis on ne va pas beaucoup se mobiliser pour qu'il fasse un bon plan de transition. Puis en fait, on voit bien que le plan, il est foutu, il n'y a rien dedans. Mais on va se dire, bon, c'est pas grave, alors l'espoir que les mobilisations au moment de 2015, la COP, vont faire qu'on va obtenir. Et d'espoir en espoir, on se retrouve à pas vraiment prendre des positions radicales, à s'engager, etc. Et Ellul disait ça, il disait, je ferme mes petits espoirs pour que l'homme soit mis au pied du mur, qu'il prenne sa responsabilité et qu'il s'engage quelque chose de plus fou, plus justement dans ce qu'il appelait l'espérance. Du coup, ça explique qu'il avait une vision très... il tordait la critique technique, dans un aspect très négatif pour obliger l'homme à inversement se dire je vais moi prendre des actes forts. On peut dire par exemple voilà, on entend souvent il exagère quand il dit que la technique est autonome, que ceci, que cela. Pour la technique, on peut penser ça différemment, on peut dire que la technique a une forte tendance à être autonome. Les gens pensent qu'elle est neutre, non, elle a une forte tendance à être autonome, donc il faut penser avec le fait qu'elle a une forte tendance à être autonome et donc tirer dans l'autre sens. C'est pour moi la première raison pour laquelle je pense qu'il y a une distance avec Marx, c'est qu'il ne pense pas il n'y a pas une vision dialectique pour la technique. L'autre question pour laquelle ce n'est pas dialectique, c'est qu'il pense la technique comme une puissance. Ça, c'est l'aspect un peu théologique. Donc le terme je vais revenir sur le terme de puissance. Alors, j'ai pas lu encore le volume qui est paru il n'y a pas longtemps sur technique et théologie. Je m'appuie là plutôt sur des articles parus dans l'hebdomadaire Réforme, et puis sur un livre qui s'appelle L'homme et l'argent. Et ça, la date est importante de ce livre, c'est 1954. Donc ça paraît la même année que la technique ou l'enjeu du siècle. Je ne sais pas lequel est rédigé exactement avant l'autre, mais en tout cas, on peut penser qu'il pense, et dans sa tête à ce moment-là... Il a été rédigé 3 ans avant. Voilà, je ne sais pas exactement la date... Il y a du temps à sortir. Je ne sais pas exactement quand est écrit L'homme et l'argent, mais il paraît la même année en tout cas que la technique l'enjeu du siècle. Donc on peut penser qu'il a les idées des deux livres dans sa tête à peu près au même moment. Donc dans l'ouvrage et l'argent, dans L'homme et l'argent, c'est une réflexion théologique sur l'argent. Il explique que l'argent est ce qu'il appelle un mammon, et plus largement une puissance. Alors mammon, c'est un terme qu'on trouve en Matthieu 6, 24 et en Luc 16, 13, où Jésus dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et le mammon de l'argent ». Le terme de puissance, c'est un terme plus large, il y a pas mal de textes du Nouveau Testament, qui désigne en fait tout ce qui pourrait être les puissances de domination, les pouvoirs en général, c'est-à-dire tout ce qui peut, qui a le sentiment de dominer, tous les pouvoirs qui peuvent posséder les gens. Alors même si même en termes non théologiques, en n'étant pas croyant, et si on a trop peur d'y voir derrière une forme du diable ou du démon, des choses comme ça, pensons à dans nos vies la place que peuvent avoir le jeu, l'alcool, des choses comme ça. Il y a des gens qui jouent peut-être ici à Candy Crush, les gens qui me racontent comment ils sont leur rapport à Candy Crush, voilà, c'est de l'ordre, ça prend un peu de place après dans la vie, quoi. Ce terme de mammon désigne sans doute au départ une divinité païenne, et ça nous fait comprendre que l'argent ou la technique, les dominations en général, le fait que ça soit des divinités, ce sont certaines personnalisations qui battent en brèche l'idée que ce ne serait que des outils dont nous pourrions faire ce que nous voulons. Et vous allez voir ce qu'il décrit à propos de l'argent, ça pourrait s'appliquer aussi à la technique. Et il lui écrit « La puissance est ce qui agit par soi-même, qui est capable de mouvoir autre chose, donc quelque chose qui fait mouvoir quelque chose d'autre,
qui a une autonomie, ou prétend l'avoir, qui suit sa propre loi et se présente comme un sujet. Donc pour Ellul, cette puissance, elle est spirituelle, c'est-à-dire qu'elle oriente les hommes dans un sens spirituel, c'est-à-dire qu'elle s'attache vraiment à leur esprit, à ce qui est profondément les choses qui sont importantes pour eux, les choses, comment ils organisent dans leur vie leurs priorités, et ça met en cause profondément le sens qu'ils donnent à leur vie. Donc c'est pas seulement, on n'est pas seulement coincé parce que l'automobile nous engage à acheter des pneus, des essence, etc. Ça c'est une réalité, mais ça nous engage à un rapport. L'automobile va avoir un sens dans notre vie très important. Ça va être, on pourrait comparer l'automobile ou la télé à, par exemple, dans les sociétés romaines, il y avait les dieux du foyer. Dans quelle mesure l'automobile ou la télé ne deviennent pas les dieux du foyer pour un certain nombre de gens auxquels on va pouvoir sacrifier une grande partie de son revenu, de son temps, etc. Donc pour Ellul, les puissances ne sont pas des petites puissances. Il dit dans cet ouvrage, ce n'est pas la petite passion pour la pêche ou la pétanque. La puissance induit une relation d'amour, ce qui sous-entend un amour, dit-il, parfaitement totalitaire. Je le cite, il vient de tout l'homme, il engage tout l'homme et le lie sans distinction. L'amour atteint le fond, les racines de l'être, ne le laisse pas intact. Il conduit une certaine identité, une certaine assimilation entre celui qui aime et celui qu'il aime. Donc il faut que l'humain aime la puissance. Alors pour rejoindre ce que j'ai dit sur la propagande, pour qu'il y ait cet effet-là, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus dans la rue comme ça quand vous vous promenez. D'une certaine manière, il faut, on dit qu'il y a un amour réciproque, donc il faut une collaboration de l'homme au fait qu'il est dominé par la technique ou par l'argent. Il faut que l'humain aime la puissance pour qu'elle exerce son pouvoir de domination sur lui. De là, du coup, effectivement, je suis assez d'accord, l'importance de la propagande ou de la publicité, grand thème d'Ellul, important de la propagande de la publicité pour faire aimer l'argent ou la technique, et c'est pourquoi la propagande, justement, met en cause la dignité de l'homme, y compris parce qu'elle le pousse à se mettre sous la coupe de la technique ou de l'argent. Je vais passer peut-être là-dessus. Donc l'humain, au bout du compte, se trouve pris au piège. La technique ou l'argent a été des moyens pour se donner plus de puissance, de vouloir tout maîtriser, et en cela de se faire l'égal de Dieu, de le défier, ou du moins de se dégager de son pouvoir en se faisant puissant et en ne dépendant plus de son bon vouloir pour vivre. Et finalement, l'humain se retrouve piégé par la puissance, maîtrisé par l'objet qu'il a utilisé pour acquérir cette maîtrise. En ayant donné son pouvoir à la puissance pour espérer se séparer de la tutelle de Dieu, il se trouvait prisonnier finalement de ce mammon. Voilà, c'était les deux éléments sur lesquels je voulais un peu discuter, sur montrer qu'il y a toute la pensée d'Ellul est à raison. La technique peut complètement se comprendre et peut complètement être utilisée dans une pensée sans avoir besoin d'adhérer au prolégomène spirituel, mais je pense que chez Ellul, il y a cette vision de la technique comme puissance qui explique le côté extrêmement unilatéral de la technique. Deuxième point sur le rapport à l'écologie. Alors, il y a un autre qui paraît dans l'article de 73, il y a un article de 1972 qui paraît dans France catholique qui s'appelle « Contre la défense de l'environnement ». Vous savez qu'on vérifie, mais il doit raconter un peu la même chose que dans l'article de l'économie-société. Et c'est effectivement une critique de la création du ministère de l'Environnement par Poujade, et qui est intéressante parce qu'effectivement, ce qu'il en dit, c'est on nous raconte que la défense de l'environnement, donc ce qu'il n'est pas, il n'est pas contre l'environnement, il est contre le thème défense de l'environnement, parce qu'il dit ce thème-là, ça nous dit finalement les dégâts causés à l'environnement, ça serait que des ratés du système technicien, du système capitaliste, etc. Il dit non, ce n'est pas des ratés qu'on pourrait juste corriger, c'est le cœur du système. C'est-à-dire que la façon de se développer de la technique va entraîner de plus en plus cette artificialisation du monde, le fait qu'il y aura de moins en moins d'environnement, de moins en moins de nature, etc. Et ne nous trompons pas, quand on nous dit défendre l'environnement, on ne fait que
voilà, c'est pas des ratés, c'est le cœur du système. Je ne reprends pas effectivement toute la distance qu'il avait par rapport à la création du mouvement écologiste. Jean-Luc Porquet, alors pourquoi élu, comment élu a eu cet effet finalement sur le mouvement écologiste tout de même. Par où c'est passé? Parce que Jean-Luc Porquet, qui a écrit l'ouvrage Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu, qui est un très bon ouvrage de vulgarisation, a cherché à l'époque dans la presse écolo, il n'a trouvé aucune référence, ni dans Le Sauvage, ni dans La Gueule ouverte, d'articles faisant des échos des ouvrages d'Ellul. Ce qui lui-même l'a beaucoup étonné. Et en fait, le passage dans le mouvement écologiste s'est fait par Ivan Illich et par André Gors, c'est-à-dire que Illich lit les ouvrages d'Ellul sans doute dans les traductions qu'en fait Lewis Mumford très rapidement aux États-Unis. Il y a peut-être une connexion par esprit, puisque les premiers textes d'Illich ne sont pas des textes sur l'écologie ou la convivialité, ils sont des textes sur une critique de l'Église catholique. Et sur l'institution et les effets de seuil dans le développement des institutions, qui fait que, thème aussi d'Ellul d'ailleurs, comment ça se retourne, c'est-à-dire que le message évangélique est au départ un message de libération, et puis quand ça devient une institution, ça devient un message de pouvoir, parce que c'est une institution qui contrôle ce message. Donc Illich va lire Ellul, Gortz va, sous le nom d'Alain Bosquet à l'époque, vulgariser les termes d'Illich, notamment dans Le Sauvage et dans le Nouvel Obs, et Illich, au moment du décès de Ellul, va effectivement dire que Ellul l'a influencé, alors bon, sur des thèmes que je ne vais pas expliciter mais au moins citer, sur la question de la logique de l'outil, donc il dit bien justement que la technique n'est pas neutre, on n'en fait pas ce qu'on veut, que les outils ont une certaine logique. Ce qu'on va trouver chez Gors avec l'idée qu'il y a des techniques hétéronomes et des techniques plus autonomes, qui entraînent un fonctionnement autonome et d'autres un fonctionnement hétéronome, que donc on doit choisir certaines techniques, que le nucléaire, par exemple, on est sur la question du nucléaire à l'époque beaucoup, le nucléaire va forcément entraîner un certain type de société, un certain type de politique, et bien sûr, on trouve l'influence de la critique ellulienne de la technique dans la logique des effets de seuil qui sont développés par Illich et Gors. Seul un engagement, on peut dire, dans une association explicitement écologiste d'Ellul, c'est la signature du manifeste d'Ecoropa en 1973. Il signe un manifeste d'Ecoropa qui est une des premières associations écologistes européennes avec Théodore Monod, Jean-Marie Pett et le secrétaire général Édouard Cressman, qui est un de ses amis bordelais, qui est un des premiers à écrire dans le journal Réforme des articles sur l'écologie. Mais après, effectivement, il fait toutes les critiques que tu fais sur le mouvement écologiste, surtout quand il rentre en politique, sachant, et je terminerai là-dessus, que tu dis un chrétien ne doit pas faire de politique. Ça dépend ce qu'on appelle politique. Oui. Voilà. C'est-à-dire que son premier ouvrage en 1947, Présence au monde moderne, est un livre où il engage les chrétiens à s'engager dans le monde sur une action de type politique, mais effectivement, exactement comme tu l'as dit, pas dans la course au pouvoir, mais dans l'idée qu'il faudrait plutôt des communautés, donc ce que tu disais, des gens avec qui on peut physiquement faire des choses, des communautés qui développent des modes de vie alternatifs et qui du coup créent des brèches, sont en décalage par rapport à la société et obligent la société à changer par leur mode de vie minoritaire. Ça, c'est étonnant d'écrire ça en 1947, parce que finalement, ça va être ce qui va se passer en 1970 avec le mouvement écologiste, pas le mouvement écologiste politique, mais le mouvement écologiste social, on va dire, le développement des communautés, des productions différentes, de toute l'expérimentation politique. Donc effectivement, une façon de faire de la politique qui n'est pas pour la course au pouvoir, mais la politique par le bas avec une politique des modes de vie, ce qui pourrait le relier à un autre auteur écologiste qui s'appelle Serge Moscovici, même si je crois que les deux se sont jamais lus, aucun n'a lu des ouvrages de l'autre. J'ai fini. Peut-être on va, au cours de la discussion, on va reprendre certains propos de Stéphane, mais comme je pense qu'on va garder un temps quand même
assez important pour l'échange avec les personnes qui sont là. Donc je vous invite à prendre la parole si vous le souhaitez, en tout ce qui a été dit. Moi, c'est une façon de voir, c'est-à-dire la technique n'est pas définie. Et si je l'étudie aujourd'hui, ces ouvrages qui quand même datent de plusieurs dizaines d'années en arrière, si je les replace dans le contexte, et je pourrais très bien remplacer la technique par le mot finance. Et je m'aperçois que le fait générateur, en fait, ce qui critique, l'aliénation, les effets, puisqu'on ne définit pas la technique, mais d'après ce que j'ai compris, on l'aborde, on la saisit sous ses effets. On peut le dupliquer exactement de la même manière sur un autre moyen qui pourrait être remplacé comme la finance. Et c'est là où je me pose la question, sous l'angle théologique, c'est-à-dire est-ce que la vraie problématique, c'est la technique, ou est-ce que la vraie problématique, c'est l'hubris, la cupidité, l'avidité, la démesure, la déraisonnabilité de l'humain, qui, avec les structures, parce que moi je l'aborde souvent, enfin je le lis souvent en langue juridique, puisque je suis juriste, avec l'application des effets de levier qui sont proposés par les structures juridiques capitalistes, eh bien, aboutit à ce qu'on connaît et ce qu'on critique, la déshumanisation, l'aliénation, et toutes ces conséquences qu'on retrouve, pour moi, dans les deux moyens. C'est d'autres interventions. Ouais, vas-y. Bon, pour aller un peu, justement pour rebondir un peu sur la question, effectivement, comment ne pas remplacer technique par finance et en fait, j'ai envie de demander aussi par rapport à la manière dont vous détachez l'apport religieux, vous insistez beaucoup là-dessus dans la présentation, l'apport religieux de l'apport sociologique, anthropologique. Comment Ellul envisage le monde avant la technique? Enfin, comment se passe cette progression? Est-ce qu'il y a un monde pré-technique, post-technique? Est-ce qu'il y a en fait un état de nature idéalisé? Moi, je ne sais pas, intuitivement comme ça, et quand bien même il aurait été mauvais ton dans les années 60-70 de surenchérir sur le côté religieux, donc je comprends qu'il ait pris des précautions, quand même, tout à fait honnêtement, je trouve qu'il pourrait y avoir des ponts envisageables entre les promenades dans la nature avec les étudiants, l'idée d'une nature bonne, et quand même en fait finalement toute une morale qu'on sent percer en dépit de toutes les précautions qui sont prises. Donc voilà, quelle est la technique à l'état de... Enfin, qu'en est-il de la société pré-technique, quoi? Ça fait déjà deux bonnes questions, deux bonnes remarques. Je peux commencer là. Ouais. Je vais garder la finance pour après. Sur cette dernière question, alors, dans peu de textes, d'ailleurs, il y en a en particulier, c'est dans ceux que je crois, puis c'est sur la technique, il distingue trois états dans l'histoire de l'humanité. Ce qu'il appelle l'état de nature, c'est la préhistoire, ce qu'il appelle l'état social, qui en gros va justement au XXe siècle et qui englobe le XIXe siècle. Et puis l'état technique, c'est-à-dire que là où le paramètre technique est devenu prédominant. Alors, bon, c'est par rapport à la question historique. Hein. Je dirais, il a un peu, mais prudemment, je trouve, théorisé un peu une vision comme ça de longue durée, sachant que ce n'était pas forcément sa spécialité. Hein. Sur la question du rapport à la nature, je l'ai dit brièvement, mais c'est Charbonneau. C'est Charbonneau l'élément. Il est sudiste. Il est sudiste. Et il trouve que ce que dit Charbonneau est très bien, il y adhère. Et comme il y a une proximité affective entre les deux personnages, dire bon, c'est pas lui l'élément moteur, mais il en fait partie. Hein, il en fait partie. Donc je ne sais pas quoi vous dire d'autre que je vous renvoie sur Charbonneau. D'accord, donc on peut dire que c'est un impensé de sa part, ça fait partie de Toi, tu vas d'accord?
Si, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est sur je pense qu'il y a des réponses sur le plan théologique là-dessus. Oui, alors Charbonneau ne va pas faire de... Je ne pas sur ce terrain. Bon, alors la finance. La finance ou l'économie, bon, pas tout à fait séparer la finance du reste de l'économie, les exercices sont un peu casuistiques. On peut dire, bon, c'est à la fois, c'est évidemment une grosse contestation qu'on peut faire à Ellul, non pas d'avoir mis en évidence le paramètre technique, parce que ça me semble, je dirais, un bon intellectuel très important. Donc pour moi, Ellul restera un des grands auteurs du XXe siècle, la technique ou l'enjeu du siècle, restera un des grands ouvrages, je ne sais pas au même titre que la grande transformation de Polanyi, que démocratique, capitalisme et socialisme de Schumpeter. Enfin bon, c'est une grande œuvre pour moi. Maintenant, j'ai un peu effleuré ça. La question, c'est la question, le facteur déterminant. Moi personnellement, ça me gêne. Je veux dire, je ne crois pas du tout. Après, c'est un problème un peu de croyance. Moi, je ne crois pas du tout à l'existence d'un facteur déterminant dans une société donnée. Par rapport à tel ou tel type de problème, il y aura à mes yeux un facteur qui va prédominer par rapport aux autres, et puis un peu plus tard, 5 ans plus tard, sur ce même problème, d'ailleurs, ce sera un facteur économique qui prendra le dessus, etc. Bon. Donc il y a une interaction des facteurs entre eux, et je pense que, en fait, c'est peut-être par volonté pédagogique que Ellul a mis cette insistance sur la technique, parce qu'il considérait que c'était un impensé des auteurs du XXe siècle jusqu'à ses écrits. Voilà, on peut dire à partir de là, après je veux dire, c'est des jugements. Moi je vous ai présenté la pensée d'Ellul. À part ça, quand même, sur la question de la finance, puisque vous en avez parlé, heureusement j'avais noté les références. Il y a eu, en juin 2012, un colloque qui s'est tenu à la colloque universitaire à Bordeaux sur Ellul qui s'appelait « Comment peut-on être encore régulier au XXIe siècle ?» Donc il y a une quarantaine de communications, de qualité qu'on peut trouver plus ou moins variable, mais bon. Ce que je veux dire par rapport à la question de la finance, c'est qu'il y a, c'était chronologiquement la deuxième communication qui s'appelait « Les anticipations prophétiques de Jacques Ellul et l'évolution des marchés financiers », par deux personnages qui n'étaient pas des gens issus de Wall Street ou des gauchistes chevelus barbus, tout ça, puisqu'il y en avait un, il avait été le secrétaire de l'autorité des marchés financiers, et l'autre était un avocat d'affaires. Il s'appelle Bruno Gisard d'un côté et Alban Keimer du Ferrage. Je ne connais pas plus que ça. Je cite leur nom pour situer à quel point ce n'est pas des notoriétés. J'ai rarement vu, et je ne suis pas prêt de revoir, dans un texte de 20 à 25 pages, une utilisation de la pensée d'Ellul et de ses concepts techniques pour décrypter le poids de la technique dans l'évolution de la crise financière. Franchement, bon, je ne vous dis pas qu'il faut forcément se précipiter sur l'ouvrage qui est donc, c'est le titre du colloque, comment peut-on être lumière, encore exister, mais je trouve qu'il ne faut pas négliger l'interaction des deux et de voir à quel point, pour bien comprendre, en l'occurrence, un problème de la finance, qu'on peut utiliser de façon très pertinente et pour mieux comprendre les choses, les outils laissés par Ellul pour approfondir la question. Juste pour clarifier, parce que je ne sais pas si ce dont tu es en train de parler, en fait, c'est l'usage de certains outils, j'imagine, notamment l'informatique. Oui, bien sûr. Dans la finance. Oui. C'est les algorithmes automatiques, avec, enfin bon, je veux dire, c'est à quel point la capacité humaine, quelle que soit sa bonne ou mauvaise volonté ou sa perversité, je veux dire, au-delà de ça, c'est complètement dépassé par l'outil humain. Au début de la crise, je venais t'inviter à faire une conférence sur Ellul et l'argent, juste au début de la crise des subprimes. Et donc c'était assez marrant de relire ce texte-là à ce moment-là. Et ce qui m'avait semblé, c'est qu'on trouvait dans cette crise-là le croisement en fait, de deux impressions d'Ellul, c'est-à-dire d'un côté
justement l'argent comme puissance, c'est-à-dire l'argent qui, je vous relis un extrait justement que je n'avais pas lu, qui me semble, cet extrait, j'ai l'impression qu'on parle des traders ou des gens qui sont amenés à gagner beaucoup d'argent très rapidement. Il dit, cette relation entre argent et désir montre bien que la passion de l'argent habite l'homme en même temps, quelle que soit la quantité d'argent acquise. L'homme n'est jamais rassasié, il languit toujours. Pour cette recherche hallucinée, haletante, ce n'est pas seulement la jouissance que l'homme cherche, mais l'éternité obscurément. Or, à cette fin et à cet amour, l'argent n'apporte aucun apaisement, aucune réponse. L'homme se trompe de chemin, il a pris de mauvais moyens. D'un côté, il y a l'argent comme puissance qui fait qu'on veut toujours en avoir plus, qui se connecte à la technique comme moyen de multiplier. Tout d'un coup, on n'est pas dans son coin à jouer au loto. On se met à avoir on construit des outils financiers qui sont connectés avec des bourses qui réagissent immédiatement. L'information va passer dans des réseaux dans tous les sens. On voit que cette passion dans un coin, avec la technique, prend tout de suite une importance, une autonomie, un développement phénoménal. Et que il me semble que dans la finance actuelle, on a cette connexion de l'argent comme puissance et de la technique comme s'autonomisant, comme se développant, etc. Je pense que là, pour le coup, l'analyse des lieux me semble bien analyser le déferlement financier actuel. Alors, sur l'état de nature, je pense que là, il y aura un contresens par rapport à ce qu'est la théologie de Jacques Ellul. C'est-à-dire que Ellul est un barthien. Donc, Karl Barth, c'est un théologien qui, en 1918, écrit après la guerre de 14-18, écrit un texte où il fait une rupture forte avec ce qu'étaient les courants protestants libéraux précédemment. Les courants libéraux cherchent, en fait, dans une vision très progressiste de la religion, etc., se disaient aujourd'hui Dieu, il agit dans ce monde-là à travers le logos, à travers le développement de la rationalité, à travers le développement de l'État, à travers le développement, etc. L'échec de ça, c'est que la déclaration de guerre de 14 est écrite par un des plus grands théologiens allemands. Et Barth dit, voilà ce qui arrive quand on mélange le Dieu avec le niveau de ce monde-là. Et donc toute la réflexion de Barth va être une réflexion en termes de rupture. C'est-à-dire que Dieu est un tout autre, et ce monde-là, il est de l'ordre de la nécessité, et il n'y a rien dans ce monde-là qui soit de l'ordre du divin. Le chrétien va suivre des commandements, qui sont les commandements qu'on trouve dans la Bible, qui s'actualisent par la prédication, et il va dans ce monde-là se conduire en chrétien, mais il n'y a pas de réalité divine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réalité divine. La nature n'est pas divine. Il faut se méfier justement quand on pense que l'État va devenir divin. Karl Barth va être ceux qui, dans les années 30, vont créer une église résistante en Allemagne contre l'État nazi qui justement est en train de divinise l'État, idolâtre le peuple, idolâtre la nation, etc. Donc Ellul est vraiment un barthien très conséquent. Il va écrire justement dans beaucoup d'ouvrages une critique qu'il ne faut jamais considérer aucune réalité de ce monde-là comme divine. Alors après, il a quelques ratés, on n'aura pas le temps d'y revenir, mais en 1947, un juriste qui aimait beaucoup sa matière, il pense quand même que le droit peut-être pourrait être de l'ordre d'une réalité divine, parce que ça reproduirait les alliances de Dieu avec l'homme. En fait, il écrit, juste à la guerre, il n'écrit plus jamais. Et pendant la guerre, il écrit un texte sur les communautés. Alors, heureusement qu'il a été résistant, que dans ce texte-là, il dénonce l'idéalisation de la nation, la divinisation de la nation et de la race, parce qu'il dit quand même peut-être qu'il y a des communautés naturelles qui seraient la famille, qui seraient certaines réalités régionales, etc. Mais il va pas, ça ne survit pas à ses écrits d'après-guerre. Peut-être que c'est une des explications de certaines positions réac je dis ça comme ça moi en tout cas, position réac sur la sexualité, etc. Un retour de se refouler. Mais en tout cas, il a vraiment une vision barthienne qui est tout ce qui est dans ce monde-là est de l'ordre de la nécessité, et donc pas de l'ordre du divin. Et justement, par rapport à la technique ou à l'argent, le piège, c'est quand une réalité de ce monde-là, on l'a fait sortir d'uniquement un moyen, une nécessité,
c'est que comme l'homme a une aspiration toujours, peut avoir une tendance à l'aspiration religieuse, s'il fait sortir de la nécessité, il risque de le transformer justement en puissance, en idolâtré, en idole, qui peut prendre sur lui une dimension de l'ordre du religieux, du spirituel. Et ça, c'est l'homme qui le construit. Ce n'est pas une réalité construite par lui. Moi, je voudrais juste revenir sur cette question de la cause dernière, parce que c'est ce qui m'a le plus frappé dans la présentation, avec la question qui a été posée. Donc effectivement, moi, je suis assez gêné par cette recherche d'une cause dernière, et je la trouve relativement à l'œuvre aujourd'hui dans un certain nombre de discussions ou d'interpellations critiques de toutes les actions, on va dire, environnementalistes ou environnementales. Dans le sens où, de même que Ellul dit, je ne veux pas faire de la protection de l'environnement parce qu'en faisant ça, vous ne vous attaquez pas à la cause dernière qui est la technique, donc vous ne faites pas avancer le vrai problème. On retrouve ça à l'œuvre dans un certain nombre d'interpellations qui vont dire cette ONG-là ne s'occupe pas de la finance, ne s'occupe pas de ci et de ça, donc ce qu'elle fait est nul et non avenu en termes d'environnement. On l'entend assez régulièrement. Par ailleurs, c'est souvent doublé d'un discours qui dit puisque ça ne s'attaque pas aux causes dernières de problèmes sociétaux, finalement ça ne fait que reproduire ou contribuer à la reproduction de la domination. Vous allez voir ça dans un certain nombre de courants d'écologie politique ou de politico-écologie plutôt dans le champ anglo-saxon. Souvent, moi, l'impression que me laissent ces réflexions, et je voudrais vous poser la question aux écrits d'Ellul, c'est qu'elles ne sont pas forcément toujours très ancrées dans une analyse concrète, dans une observation empirique des cours d'action situés et de ce qui se passe concrètement dans le monde. Je voulais savoir un peu, moi je connais très peu Ellul, je voulais savoir empiriquement sur quoi il base tous ses ouvrages, puisque vous parlez de sociologie, la sociologie elle a un fondement empirique. À quel moment il donne à voir, il fait de l'enquête, il se base sur des matériaux, ou est-ce que c'est plus une réflexion qu'un travail empirique. Dernière chose, sur cette question de la cause dernière, j'ai l'impression souvent que la recherche d'une cause dernière ou l'acceptation qu'il y en aurait une conduit à une espèce de critique généralisée, c'est la finance, c'est la technique, qui laisse finalement sans ressources pour agir. Parce qu'à partir du moment où on a dit c'est la finance ou c'est la technique, quelle prise on a sur ces objets-là pour agir. Enfin, moi, personnellement, la finance, je ne sais pas agir dessus. La technique, non plus, je ne suis pas certain. On a tous un téléphone portable, on a tous un ordinateur portable. On est tous très contents aussi d'avoir de la technique. Et donc, je me pose la question, ou en tout cas, c'est ce que je pratique, d'une analyse qui soit plus située dans des cours d'action et qui cherche à démêler la diversité des facteurs par rapport à une préoccupation qui est aussi celle de l'analyste. Quand Ellul dit la technique c'est la cause dernière, mais de quel problème finalement? Est-ce qu'il clarifie à un moment donné son positionnement normatif à lui et ce en quoi il considère que c'est le problème? Parce que finalement, si j'avais une autre préoccupation que Ellul, peut-être que je verrais un autre problème dernier. Oui, je vais essayer de répondre. Alors déjà, ce qui d'ailleurs, à mon avis, légitime le fait que l'on puisse considérer Ellul comme un précurseur d'écologie, c'est que je vous ai fait une présentation un peu abstraite, évidemment, des ouvrages sur la technique. Mais quand on rentre dans ces ouvrages, ils sont totalement illustrés, ce que je dis peut-être un peu trop rapidement, hein, ils sont illustrés par des exemples concrets pris dans le monde entier de tels dégâts, de tels progrès techniques par rapport à telle société. Et ils s'intéressaient d'ailleurs en particulier à l'émergence déjà des techniques dans des pays du tiers-monde. Donc c'est complètement illustré en fait. Hein. Bon. Ellul travaillait beaucoup avec des fiches, avec des recensions d'articles, choses comme ça. Et franchement, c'est pas ça qui manque dans ces ouvrages. Hein. Bon. Donc c'est en partie la réponse à la première question. C'est pas une abstraction en chambre comme ça qui ferait dire il y a tel caractère sans s'appuyer sur du concret. Par ailleurs, bon, je veux dire, on en revient bêtement, je vais dire, pour vous répondre, à son aphorisme, pensée globale, agir local. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, il est bon d'avoir d'où ces analyses un peu théoriques, d'avoir une conception globale d'ensemble, donc de la technique dans tous ces différents aspects pour l'ensemble de la planète, mais que, effectivement, les problèmes concrets, c'est ça la réponse, en fait, oui, mais telle ONG, finalement, elle ne s'appelle pas à la racine du problème.
Peut-être, mais il y a quand même l'investissement local. Et je pense que dans sa vie personnelle même, il a montré, il a donné la réponse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est confronté, là, localement, en Aquitaine, du côté de Bordeaux, à tel problème, on s'investit. On ne s'investira pas dans un mouvement politique, mais dans un mouvement associatif et qui consiste à combattre telle chose qui est de la technique. Et pour lui, ça c'était très important de bien montrer que ces problèmes de ce projet d'aménagement de la côte aquitaine, il avait un fondement fondamental qui était vraiment l'essentiel du projet et qu'il fallait bien mettre en évidence ça et non pas des aspects politiques, c'est-à-dire l'ambition de tel personnage à Paris ou en Aquitaine pour promouvoir comme ça des grands projets et après pouvoir couper le ruban, tout ça. Non, il veut bien mettre en évidence l'aspect technique, mais effectivement, il y aura un combat purement local. Et après, chacun se démerde dans son coin, si je puis dire, à trouver le bon combat qui effectivement, donne un petit bout du problème global. Parce que de toute façon, il n'y aura pas de combat global, c'est peut-être ça la réponse finalement à votre question, il n'y a pas de combat global pour lui. Il n'y a que des combats locaux séparés qui, leurs conditions d'efficacité, c'est bien avoir à l'esprit, bien avoir la compréhension de l'ensemble de la complexité du problème. Mais ça ne veut pas dire un combat global avec un mouvement mondial, tout ça, même s'il a signé le manifeste. D'ailleurs, je crois que c'est sous l'influence de Charbonneau. Hein, non, mais je dis ça. Non, mais je crois bien. Hein, je crois que c'est une évidence. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Hein. Peut-être un complément à ça, c'est la question peut-être de se dire par contre attention aux réponses locales qui sont des réponses techniques. Enfin, j'avais en tête pendant la discussion là, du genre la compensation carbone parce qu'on va aller planter je sais pas quoi, je sais pas où. Et là, c'est typiquement une réponse technique au refus de vouloir des solutions politiques aux problèmes globaux. Et puis le risque de l'espoir, c'est-à-dire dire oh ben oui, ben là il y a je le fais parce que c'est un petit espoir, mais en fait ça me permet de ne pas être dans des engagements plus radicaux qui sont eux réellement donc qui me font prendre des risques et qui font que là il y aurait vraiment un effet sur la société ou sur bon ça c'est aussi c'était je pense que c'est vraiment lié aussi à son histoire il l'explique d'ailleurs comme ça je crois dans l'Espérance oubliée, son histoire, son sentiment pendant la résistance où il a vu trop de gens se fier à des petits espoirs pour ne pas passer dans le maquis, pour ne pas rentrer dans la résistance, etc. Et finalement être arrêté, passé, etc. Ouais, moi je voulais savoir, quelles sont les raisons, pourquoi il sépare la technique, la critique de la technique et la théologie. Est-ce que c'est seulement, comme l'a dit Anaïta, seulement une certaine prudence académique ou contextuelle des années 60-70, ou est-ce que c'est il y a une raison vraiment valable derrière qui l'avance, etc. Ou est-ce qu'il n'y a peut-être pas cette séparation et il y a un livre où il arrive à aborder les deux sujets en même temps. Donc ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est l'influence, le rapport que Ellul a avec les milieux chrétiens, les penseurs chrétiens plutôt. Donc ces influences par rapport aux penseurs chrétiens, tous les penseurs qui ont critiqué la technique dans les années 40, je pense à Bernanos ou des gens comme ça qui ont eu une certaine qui ont eu une certaine audience dans les années 40, et donc la réception par les milieux chrétiens de Ellul. Et finalement, dernière question, est-ce que finalement Illich et sa pensée de la technique n'est pas justement une critique de Ellul et sa vision un peu monolithique de la technique, et pour voir un peu le côté de la technique?
Bon, alors la première question, c'est très simple. Là, j'ai la réponse. C'est une volonté de sa part. Il a vraiment voulu que l'on puisse lire toute son œuvre, et il y arrivait. Hein. Il a trompé beaucoup de monde, hein. Le premier, si j'ose dire. Qu'on pouvait lire son œuvre profane, je dirais, en ignorant totalement la partie théologique. Personnellement, je pense qu'on peut le faire. Simplement, si on veut comprendre le positionnement personnel d'Ellul par rapport à des tas de problèmes, y compris le problème politique, enfin au premier chef, le problème politique, je pense qu'il faut le comprendre sur le plan théologique. C'est un peu la seule réponse. Mais c'est une volonté de sa part d'avoir une œuvre en deux parties, c'est comme la comptabilité, en deux parties séparées. Ça, c'est extrêmement clair. Hein. Sur le rapport avec les auteurs chrétiens, je te laisserai te débrouiller avec ça, parce que tu es mieux placé que moi. Simplement, par rapport à Bernanos, il a une grande admiration qu'on trouve par-ci, par-là pour Bernanos. Donc, il n'ignore pas du tout, je ne sais pas s'il cite d'ailleurs explicitement dans tel ou tel texte des extraits de Bernanos, mais ça il connaît très bien et il est très admiratif. Alors la question piège, c'est sur Illich, hein, parce que c'est... j'ai une question piège, parce que ça va loin ce que vous dites. Effectivement, on pourrait dire que l'histoire des effets de seuil d'Illich est relativement, je ne vois pas pourquoi relativement d'ailleurs, mais en partie contradictoire avec l'espèce d'essentialisme de la technique qu'on trouve chez lui. Ça c'est un vrai problème, qui renvoie d'ailleurs tout à l'heure, là, j'aurais pu réagir sur tes questions de définition. On ne trouve pas vraiment de définition, sauf il dit, la définition de la technique, c'est l'efficacité, tout ça. Mais sa compréhension de la technique est tellement englobante que, en fait, on trouve tout. On trouve tellement tout que comment définir le tout? Tout est le tout, quoi. Tout est dans tout. Donc, bon, il y a un moment donné, on n'en sort plus, effectivement. Hein. Bon. Et que, il me semble, alors moi c'est un avis personnel, que le critère de la puissance qu'il utilise surtout dans un registre théologique aurait pu lui permettre, à condition de laïciser, si je puis dire, aurait pu lui permettre, je dirais, une graduation des questions techniques. À moi, personnellement, de façon que je qualifierais de très bestiale, moi je traduirais laïquement la puissance adaptée à la technique par Pierre de Coubertin. C'est très simple, c'est plus haut, plus vite, plus loin. Bon, c'est bestial. Hein, bon, vous pouvez à partir de là raffiner, si vous voulez, ou passer autre chose. Mais il me semble qu'il y avait un champ d'investigation pour affiner la question de la technique selon des critères qui permettaient un peu de hiérarchiser les choses qu'il n'a pas développé. Et que finalement, avec ces effets de seuil, Illich est sans doute plus vrai, plus proche tout au moins de la vérité d'une critique technique qu'Ellul. C'est pas bien de ma part comme ça de sabonner la planche après. Bon. Mais c'est pour ça que c'est une question vraiment très pertinente et que je ne saurais pas développer plus comme ça au débeauté, mais vous avez raison, c'est un vrai. Sur le dernier point sur Illich, je pense que d'une certaine manière, on pourrait penser le texte d'Illich comme une façon d'affiner les productions d'Ellul qui ouvraient le chemin et qui ouvraient le chemin à une époque où la technique était absolument indiscutable, où effectivement c'était l'évidence du progrès, que après 45, voilà, il faut bien repenser le moment, et que donc, pour reprendre une expression qui est bien plus récente, c'est une pensée au but qui va, face à l'évidence de la technique, progrès technique, faire un gros trou, obliger à penser différemment. Et donc on pourrait penser qu'après, Illich, la génération suivante, va pouvoir affiner. On peut aussi se dire, d'une certaine manière, il ne pense pas exactement la même chose, c'est-à-dire que Illich va se poser la question des effets de seuil, et que Ellul va plutôt creuser les tendances sourdes. Chez Illich, on va se dire, voilà, à partir de tel seuil, tel effet de réseau, le fait qu'à un moment ta technique acquiert un monopole radical,
il va y avoir certains effets. On peut penser que Ellul arrive à pointer des tendances lourdes de la technique, c'est-à-dire la technique a une tendance lourde à artificialiser le monde, a une tendance lourde à être autonome, elle a une tendance lourde à produire des réponses techniques quand la technique pose des problèmes, ce que ne va pas forcément développer, il me semble, autant Illich. Donc voilà, sur cette question-là. Sur le dialogue avec les auteurs chrétiens, je pense que, étonnamment, alors, de son vivant, dans le débat théologique protestant, il est en débat avec tous les théologiens protestants de l'époque et de manière souvent très très virulente. C'est-à-dire qu'il y a, tu l'as dit, Georges Casalis, qui à l'époque le tenant tous les deux barthiens d'ailleurs, sont tous les deux se réfèrent au même théologien, mais il y en a un qui est. Donc il y a Ellul, et de l'autre côté Casalis qui est tenant de la théologie de la libération, qui va faire connaître la théologie de la libération en France, etc. Et c'est les deux grands ennemis théologiques du moment dans la théologie protestante. Il y en a un troisième, André Dumas, qui, d'ailleurs je travaille sur lui en ce moment, il est un peu entre les deux comme ça, et finalement tout le monde l'aime bien, il aime bien tout le monde. Bon. Voilà. Je voudrais aller creuser du côté catholique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme débat? Parce que je pense que, mine de rien, la connexion personnaliste avec les héritiers de Mounier, etc., fait qu'il y a sans doute encore eu des circulations entre les deux pensées, mais je pense qu'il n'y a jamais eu d'article d'Ellul dans Esprit, jamais, même dans l'après-guerre, etc. Donc il coupe avant-guerre, et je ne pense pas qu'il y ait suite, mais je voudrais voir s'il n'y a pas des auteurs du côté du personnalisme qui continuent à s'intéresser à ce qui est écrit. Par contre, beaucoup plus récemment, dans le fait qu'il y a depuis 5-10 ans un réengagement des milieux chrétiens sur les questions d'environnement, là du coup il y a une relecture de Ellul, et comme pas mal de monde relit Ellul depuis 5 ou 10 ans. Une précision au sujet d'Esprit, Esprit continue à ignorer superbement Ellul. Ouais. Je l'ai appris avec des points parce que j'ai voulu leur fournir un article sur Ellul au moment des centenaires de sa naissance, et ça a été un échec complet. Le dernier truc, c'est que Illich aussi, lui, est un jésuite, prêtre téléfroqué, et qui a une dimension aussi spirituelle à la pensée d'Illich, sur lequel il y a encore, à mon avis, du boulot à faire. On va peut-être s'arrêter sur le mot de la fin, en quelque sorte. Hein. Peut-être, parce qu'il est 7 heures, je vais peut-être rappeler quand même, pour ce qui est du lien de Jacques Ellul avec l'écologie politique, que ce qui définit à minima l'écologie politique, quand on regarde dans toutes les définitions, c'est que précisément, c'est pas la protection de l'environnement, c'est une analyse de la société qui cherche à savoir pourquoi il y a une destruction de l'environnement et donc une critique de l'ordre social. Et une des explications, c'est la technique, donc c'est d'où l'intérêt pour Ellul. Alors c'est pas la seule, hein, ce que disait Pierre-Marie, c'est pas la seule. Quand on regarde ce que produit le mouvement écologiste, on voit qu'il y a une diversité d'explications de la situation dans laquelle on est, mais la technique est un des éléments qui contribue à l'analyse de cette situation.